Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, chaque vendredi à 12h30 pour permettre à vous tous, vous toutes, de poser vos questions en direct au meilleur gérant de la place. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cédric Chaboul, nouveau patron et propriétaire de SPGP. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien sûr, à mes côtés, on retrouve comme chaque semaine Hubert Tassin qui va nous éclairer de son expertise et son expérience. Alors Cédric, un mot pour vous présenter tout d'abord. Je le disais, tout jeune, 39 ans, vous venez de racheter cette maison de 35 personnes, 750 millions d'encours que vous venez de franchir. Donc j'imagine avec des idées et de l'ambition plein la tête. Vous allez nous expliquer tout ça en détail. Vous avez un parcours assez classique, une école de commerce, aussi des études brillantes en physique fondamentale. Vous nous expliquerez peut-être aussi à quoi ça sert. Et puis un parcours dans la banque. Blague à part, la physique, la thermodynamique, ça sert peut-être aussi dans la logique financière. Oui, ça nous permet d'avoir une approche quantitative, je dirais, un peu plus forte. Même si nous restons des fondamentaux dans l'essence, on essaie de quantifier un peu l'approche du risque et la façon dont nous prenons les positions pour essayer d'offrir à nos clients un rendement risque et une maîtrise de la volatilité qui soit beaucoup plus moderne. Avec cette carrière dans la banque, devenir entrepreneur, c'est un Rubicon qu'il est difficile de franchir? C'est vrai que j'ai fait que des grands groupes, de Citigroup, Société Générale, en passant par Lazare. Et j'avais vraiment une volonté de pouvoir avoir une carrière entrepreneuriale. J'ai eu la moitié de ma carrière qui était en fusion-acquisition, dans lequel j'ai acheté, restructuré, développé, introduit en bourse de nombreuses entreprises pour le compte de mes clients. Et c'est vrai que l'envie est venue d'ici. Et après une petite dizaine d'années dans le marché, dans des gros groupes, j'ai mixé ces deux compétences. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir avoir enfin un projet entrepreneurial. Bon, on va rentrer dans le détail tout de suite avec notre première séquence qui s'appelle Impression macro. Alors une semaine encore dense d'un point de vue macro. On attend dans quelques heures maintenant, puisque cette émission est enregistrée à 12h30, en live, diffusée en live et enregistrée à 12h30 avant la publication à 14h30 des chiffres de l'emploi américain. On a autant cette donnée. On a eu la Banque centrale, Mario Draghi hier, qui n'a rien dit. C'est une information en soi. Et puis, bien sûr, en toile de fond, cette crise des émergents. Sur les chiffres de l'emploi américain, on regarde toujours vers l'avenir. Ça va être un catalyseur encore ? Oui, ce sont des chiffres qui sont très perturbés depuis quelques semaines dû à un impact météorologique américain qui a été extrêmement fort. C'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de vagues de froid et de tempêtes aux États-Unis de telle ampleur depuis 1988. Et c'est vrai que si on remonte dans ces années-là, on voit que les distorsions des chiffres du chômage, de l'emploi sont extrêmement forts et donc une lisibilité qui a été extrêmement dure à lire. Et c'est à mon avis plutôt ce facteur météorologique qui a amené une distorsion des chiffres, qui a un peu effrayé le marché, qui était déjà dans un environnement relativement tendu avec les premiers pas du quantitative easing qui s'arrêtait. Et c'est vrai qu'un facteur est dans l'autre, le marché a consolidé là-dessus. Néanmoins, excusez-moi, je pense on est plutôt confortable de voir ces chiffres qui vont se restabiliser à nouveau dans les mois qui viennent. Hubert, parce que l'économie, elle, se réchauffe, même si le climat était au frais. Oui, ce que disait Cédric est très important à comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir janvier, février, des statistiques économiques qui vont être compliquées, instantanées, compliquées à interpréter, puisqu'on va avoir en effet des stockages, en effet restockage, etc. En revanche, la tendance de fond, ce sont par exemple les indicateurs avancés, les indicateurs d'achat qui sont très forts. Donc on voit les États-Unis abordent une petite question politique, qui est le fameux plafond de la dette, dans une position d'économie très forte et de restructuration et de restauration des équilibres monétaires et finalement fiscaux. Avec quand même une conséquence, ce resserrement du quantitative easing qui se répercute chez les émergents. C'est ça, cette crise nouvelle, ces dévaluations en cascade, cette panique. Oui, je pense que vous le dites très bien, c'est une panique. Mais en fait, il faut relativiser un petit peu. Il faut voir que les pays qui sont réellement touchés, qui sont typiquement l'Argentine ou la Turquie ou quelques autres pays là-dessus, ne représentent que 10% de contribution à la croissance mondiale. Donc l'effet amplificateur qu'on a eu, c'est ce retournement de marché important et sans commune mesure par rapport à la réalité de ce qui se passe dans ces pays émergents.
Le vrai driver, ça sera la Chine, savoir sa capacité à se stabiliser. Et peut-être que la crainte qu'on a eue, c'est plutôt une combinaison de facteurs. De voir que les chiffres de la Chine étaient un petit peu mitigés sur le dernier ISM qui est sorti et les dernières idées de la stabilisation de la croissance chinoise. Mais on pense que c'est un impact relativement court terme qui a été auto-entretenu avec des chiffres de la croissance américaine qui étaient moyens, une très bonne fin d'année. Et si on se remet un petit peu en perspective, on est juste revenu quelques semaines en arrière de performance sur l'année dernière. Hubert, vous partagez cette analyse, les émergences, c'est un épiphénomène dans cette reprise mondiale ou pas? Économiquement, le phénomène est probablement relativement limité. Financièrement, c'est un peu différent parce que la politique d'injection monétaire de la Fed a favorisé l'émergence, qu'on le veuille ou non, de bulles probablement bancaires, de bulles certainement sur les marchés et peut-être de bulles immobilières. Donc, il va falloir faire avec ça. Donc, à la fois, on a des économies qui vont probablement beaucoup moins mal qu'on ne peut l'imaginer, mais la stabilisation financière, et notamment la grande question, c'est le système bancaire chinois. Donc, ça, c'est la grande question. On a quand même, on peut avoir encore des à-coups. C'est mon sentiment. Je suis un petit peu moins positif. Mais je pense qu'en revanche, sur les émergents, parler des émergents en général est un petit peu spécial. Il y a des poches, il y a des zones qui sont probablement à sauver. Un focus sur la Chine, pourquoi c'est un problème, ce shadow banking, ce système bancaire parallèle? On a le sentiment d'habitude que l'État chinois arrive à tout compartimenter, à tout structurer, à gérer. Pourquoi ça peut être un problème pour nous? Il y a une double difficulté. La première, c'est d'estimer la réalité de cet engagement hors bilan et de savoir quelle est vraiment ces sommes d'argent qui sont misées dans le marché. La deuxième chose, c'est l'incapacité du coup de l'État chinois d'agir là-dessus. Et donc, on a une sorte de bulle auto-entretenue et qui est difficilement maîtrisable. C'est aussi la phase d'une transition d'un marché qui était extrêmement exportateur, qui redevient consommateur local. Et je veux dire, ce n'est pas des phénomènes qui sont complètement nouveaux. Ils sont gros et puissants parce que la Chine est grosse et puissante. Si vous regardez le Brésil dans ses années de transition il y a quelques années, si vous regardez l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, elles ont aussi un système, pas forcément de shadow banking, mais de phases de transition qui sont relativement fortes. Donc c'est vrai que ça sera chaotique, c'est difficile de prévoir ces marchés. Tout le monde est relativement en dehors, nous aussi. Néanmoins, à un moment, d'être complètement en dehors de ces zones, je pense que si on est un peu plus ponctuel, pas forcément sur la Chine, mais que ce soit le Mexique, l'Indonésie, revenir sur Singapour en ce moment, ces zones ont subi une consolidation relativement importante qui peut offrir des bons points d'entrée. Je pense que sur les émergents, il y a des points d'appui. Quand vous citez le Mexique, le point d'appui, c'est la croissance américaine. Aller au Mexique, c'est probablement pas une andouillerie. Quand il y a une croissance assez forte en Allemagne, aller sur des pays qui sont voisins, c'est probablement quelque chose à rechercher. On finit ce tour du monde rapidement avec un retour en Europe. Arnaud nous demande d'ailleurs quand y aura-t-il une vraie stabilité financière en Europe et derrière, j'imagine, la question du non-dit, du silence radio de la BCE. Hier, ça vous a surpris? On attendait peut-être plus? Moi, j'étais positivement surpris. D'ailleurs, c'était assez étonnant de voir comment le marché a réagi. Il a commencé par consolider en attendant probablement une baisse des taux ou une action sur le repo qui était, à mon avis, assez difficile parce qu'on n'a plus tellement de cartouches jusqu'au taux zéro. Donc, il faut faire attention de dépenser ces dernières unités le moment voulu. En gros, Draghi dit on a le temps, on a besoin de plus d'informations. Laissez-nous un peu de temps, c'est pas la peine de se précipiter non plus. Je préfère ça que quelqu'un qui confirme un scénario déflationniste qui est en train d'arriver et d'utiliser ses dernières cartouches dans le dernier moment. Donc je pense que c'est plutôt de voir ça de façon positive. On a appelé l'émission « Le risque de déflation en Europe menace-t-il aussi les actions ?» Votre sentiment sur cette question centrale? Alors dans les actions, c'est au sens large, c'est multisectoriel et c'est vrai qu'il y en a qui pourraient être corrélés à cette déflation. Est-ce que ce risque de déflation est très présent dans votre esprit? Est-ce que c'est un vrai risque pour l'Europe? Non, je ne pense pas. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas des facteurs qui nous laissent à penser qu'une déflation arrive. On a une reprise de croissance molle, on n'est clairement pas dans un caractère inflationniste. Il n'y a eu toujours pas d'intervention de quantitative easing ou d'intervention de la BCE. Je ne sais même pas s'ils le feront. Ils ont une politique qui est assez différente des Américains et je pense qu'on essaie de projeter un peu tout et de mélanger un peu ce qui pourrait se passer en Europe par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense que les plans de relance, les plans de croissance sont très différents. Hubert? Il y a quelque chose à voir avec les banques centrales, c'est que les banques centrales sont beaucoup dans le discours. À partir du moment où on en parle, c'est que c'est un moyen de l'éviter et c'est que c'est probablement pas aussi grave qu'on ne le pense. Tant que effectivement le président de la BCE parle de déflation en disant on va le gérer quand ça se présentera, c'est pas trop grave. C'est le jour où effectivement il va donner les hussards et ça serait très mauvais, mais on n'en est vraiment pas là. Alors on passe à la micro maintenant.
Alors, beaucoup d'actualités, hein, on est dans la période des résultats. On va les prendre pêle-mêle. Moi, il y en a une qui m'intéresse, mais c'est mon tropisme digital. C'est Twitter qui laisse des plumes en bourse après une belle IPO. Je sais que vous êtes fan des introductions en bourse. Twitter qui perd 20%, un peu plus même, parce que finalement, sa croissance ralentit. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène des réseaux sociaux en bourse ? Alors c'est quasiment une spécialisation qu'il faut avoir parce que c'est un nouveau sous-secteur de la technologie qui est en train d'émerger. Donc si on rappelle le secteur technologique au sens large, vous avez du hardware, des IBM, des gens comme ça, vous avez un peu du Apple qui crée son propre univers, vous avez des Yahoo, Google qui sont des moteurs de recherche d'un côté, vous avez les réseaux sociaux qui sont en train d'émerger. Et c'est vrai que déjà il y a peu d'acteurs de grosse taille. Il y a eu Facebook qui a eu un parcours très chaotique, même si néanmoins aujourd'hui on est largement au-dessus des cours d'introduction en bourse et le parcours récent a été très, très attractif de l'ordre de 150 milliards de dollars de valorisation. Exactement. Alors la vraie différence avec Twitter, c'est qu'on est dans une phase bien en amont par rapport à un Facebook qui est aujourd'hui beaucoup plus installé et qui a su prouver non seulement sa capacité de monétiser ses utilisateurs, mais aussi de préserver un trend de croissance. C'est la première chose. Twitter n'en est encore pas là. Il a une capacité, certes, d'attirer de plus en plus de personnes. De monétiser, il commence à le faire. Les chiffres étaient d'ailleurs plutôt bons là-dessus. On est dans un trend de croissance qui est en ralentissement. Mais il faut prendre un petit peu de recul. On est dans les trends de croissance entre 100 et 120% par an. Donc je vais vous dire qu'on soit à 102, 120 ou 110, déjà la lisibilité est extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'on est dans un marché qui a constamment donné le crédit à Twitter de battre ses chiffres. Et donc là, ils étaient probablement pas très écartés de la réalité dont ils avaient discuté, mais tout le monde était extrêmement bullish sur le titre. Et, donc quand ils perdent 20 points, vous en achetez, c'est ça que j'entends? Non, en toute honnêteté, nous étions plutôt acheteurs de put depuis quelques temps parce que notre valorisation intrinsèque était plutôt de l'ordre des 40. Donc quand on l'a vu à 60, on trouvait que c'était des points qui étaient extrêmement agressifs. Elle a énormément remonté avec les bons résultats qu'il y a eu de Facebook dernièrement et on pensait qu'il ne faut vraiment pas confondre Facebook et sa capacité de monétiser sa base de clients dans lequel vous donnez un nombre d'informations très intéressantes. Twitter reste un échange social, restera sur un système de publicité et je pense que les valorisations données aujourd'hui de Twitter ne sont en aucun cas comparables à celles qui doivent être données sur Facebook et donc il faut faire attention. Pour fermer ce chapitre américain, on a Microsoft qui change de patron. Ça peut être un signal favorable, un patron qui vient du cloud et des services. Extrêmement favorable. Sur le cours de bourse, difficile à dire à court terme parce qu'il y a des investissements dont vont être faits. Moi, je pense que c'est une société qui va devenir acquisitrice. Il y a énormément de players américains qui sont disponibles aujourd'hui et dont le capital est ouvert, aussi bien dans la sécurité, dans le cloud computing, dans le stockage, dans les serveurs flash. Il y a toute une stratégie qui va être déployée et je pense que Facebook, on va l'avoir beaucoup plus acquisitif. C'est peut-être ce qui effraie un petit peu le marché dans un premier temps. Les internautes nous demandent qu'est-ce que vous recommandez dans la high-tech aux États-Unis. C'est quoi vos valeurs préférées, vos meilleurs pics? Nous, on est très mid-cap parce que c'est un peu notre spécialisation et on pense que les large cap, c'est très arbitré. Il y a beaucoup de gens qui savent le faire. Beaucoup de mid-cap qui viennent des introductions en bourse, qui sont l'une de nos grandes spécialités parce qu'on a un fonds totalement dédié à ça, qui s'appelle Skylar. Et donc là-dedans, on a deux grands thèmes technologiques. On a la sécurité. Donc tout ce qui est Palo Alto, Fortinet, voilà, ce sont des stocks de plusieurs milliards de dollars, mais qui sont, je dirais, dans une phase de croissance qui est quasiment exponentielle et qui seront les futurs leaders de demain là-dessus. Je suis même étonné qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu d'offre parce que les grands groupes sont très longs de cash. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation retail de toutes ces technologies. Donc on a un grand thème qui est Home Automation, donc c'est tout ce qui est aide électronique pour fermer vos volets, pour le rachat de Nest par Google va dans cette direction. Et donc nous on avait une valeur qui s'appelle Control4 aux États-Unis, qui a du coup le jour de l'annonce de cette transaction explosé à la hausse, on l'a vendu. Avec la consolidation du marché, cette valeur est revenue vers les 10 aujourd'hui et c'est des points sur lesquels on se positionne pour le rachat. Donc voilà, un Home Automation. Voilà. Alors, ici en France, l'actualité est dense aussi. Hubert, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine comme valeur? Il y a déjà un phénomène très extraordinaire qui est Inet Pharma, suivi par un grand broker américain, petite annonce de croissance externe dans les anticorps. On voit que ça suffit pour prendre 35%. Donc on voit, ça c'est quand même le thème des mid-cap, les mid-cap qui sont under research, sur lequel il n'y a pas de recherche, dès qu'il se passe quelque chose, il peut y avoir un déclencheur. Bon, alors c'est un secteur spécial, tout ce qu'on veut. Autrement, cette semaine, moi je retiens
la confirmation d'Alcatel. Alcatel, pendant des années, chaque fois qu'il annonçait quelque chose, ça baissait. Et là, depuis maintenant 6 mois... L'arrivée de Michel Combes commence à produire des effets. On avait une crédibilité du président, Philippe Camus, on a une crédibilité du directeur général, de son plan Shift. Cette semaine, on prend encore 10%. On a l'impression que réellement, là, on n'a pas seulement touché le fond de la piscine, on remonte vraiment. Et c'est quelque chose d'important, parce que c'était le symbole d'un échec stratégique. Donc ça, c'est important pour les technologies européennes et éventuellement américaines. Donc on perd 1,3 milliard, mais en effet, l'EBITDA redevient un peu positif et s'améliore. Quel est votre sentiment sur Alcatel-Lucent? C'est une valeur que vous avez en portefeuille? On aime bien, on a joué le restructuring aussi. Moi, je pense qu'à court terme, les bonnes nouvelles sont là et on va être un petit peu capé sur ces résultats. On est ravis d'avoir vu cette baisse. Ce matin, on était plutôt vendeur des positions qu'on avait pour revenir à une position un peu plus normée parce qu'on s'est créé beaucoup de longs dans cette montée. Et voilà, on est positif sur le moyen long terme, peut-être un peu capé à court terme. Alors dans le dossier, il y a les équipementiers, après il y a les opérateurs, ça bouge beaucoup depuis qu'il y a des rentrées sur ce marché. On a vu la mutualisation des réseaux de SFR et de Bouygues. On voit Vivendi qui essaye aussi de trouver une solution, SFR donc, et puis GVT au Brésil. Quelle est votre lecture du secteur des opérateurs? Alors la lecture, elle est assez simple. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis pour comprendre ce qui va se passer en Europe. En Europe, on a plus d'une centaine d'opérateurs, morcelés évidemment entre 3 et 4 opérateurs, plutôt d'ailleurs plus de 4, dans chacun des grands pays européens, tous liés à des lois, des CAPEX, du 4G, de beaucoup d'investissements. Contrairement c'est une bêtise de faire rentrer un 4e en France, si on va un peu plus loin? Non, difficile à dire, c'est bon pour les consommateurs. Donc quelque part, on est content d'avoir une pression sur les prix. C'est quand même des groupes qui avaient des marges extrêmes. Et je pense que c'est pour les autorités de contrôle, c'est quelque chose qui était nécessaire. Mais donc on va vers une consolidation, c'est ça que vous Exactement. dites. Si vous regardez les États-Unis, aujourd'hui, il y a 3-4 acteurs majeurs sur un territoire qui est égal à toute l'Europe. Et donc, de toute façon, la concentration est inéluctable en Europe vers des opérateurs qui vont avoir une vision, une stratégie transfrontalière européenne. Les cibles, alors? Alors, si on parle de la France, on avait vu Numéricable qui est entré en bourse, Altis qui est entré en bourse. Il y a toujours, comme aux États-Unis, on a Malone qui met en place tout le système américain avec Liberty Media, Sirius, Time Warner Cable, et voilà, il est en train de restructurer tout ce paysage. Nous, en France, on ne le regarde pas assez. On a notre Melon à nous, qui est Drahi, Patrick Drahi, qui restructure ce paysage après avoir amené nous, restructuré les boîtes, etc. Aujourd'hui, a ramené Numéricable en bourse, Altis, et prépare, je dirais, une arme de frappe conséquente Vous pour croyez pouvoir... Il peut bider sur SFR, il peut faire une offre à 13-15 milliards de Alors nous, on pense que le marché ne comprend pas du tout ce qui se passe là-dessus, parce que c'est relativement complexe. Tout le monde pense que Numéricable pourrait bider, il pourrait se leverager. En fait, les gens oublient que c'est un câblo-opérateur, c'est pas du tout un opérateur télécom qu'on le voit, donc les niveaux de dette sont beaucoup plus importants. Et nous, on pense plutôt à une combinaison dans laquelle Vivendi resterait minoritaire pour bénéficier des synergies qui seraient extraites d'une combinaison Numéricable SFR et qui pourrait faire beaucoup de sens à plusieurs milliards d'euros. Et donc nous, notre positionnement pour bénéficier de cet univers, le meilleur player pour le faire, ça serait d'acheter du Numéricable aujourd'hui, qui dans un scénario comme l'autre bénéficierait de toute façon d'une combinaison du secteur et d'une stratégie de baisse des coûts et de mutualisation des réseaux. Et du Vivendi aussi, sous l'impulsion de Bolloré? Vivendi aussi, on est long de ce Vivendi, dans lequel on a un petit peu moins d'upside parce que l'histoire est un peu plus large et un peu plus compliquée. C'est ajouté ce matin l'histoire de GVT, donc qui est la participation brésilienne, Telecom Italia et Vivendi au Brésil, dans lequel le marché priceait plutôt une vente de ses actifs purs et simples, alors qu'il parle d'aujourd'hui d'une combinaison, ce qui remet un peu en cause la sortie potentielle stratégique de Vivendi du secteur télécom. Voilà. Et ça, pour nous, ça renforce le scénario de rester minoritaire dans des acteurs qui se regroupent, et typiquement, ça renforce notre scénario Numéricable, SFR qui pourrait avoir lieu. Hubert, votre analyse? Alors moi, cette semaine, je retiens aussi, il y a eu des flopées de résultats. Très bons résultats dans quelque chose qui est en amont du cycle, généralement, le travail temporaire. Le travail temporaire brut, comme Crit, par exemple, qui a publié cette semaine, mais le travail temporaire techno, comme Altran, qui là aussi, à chaque fois qu'Altran annonce quelque chose, et là c'était une croissance externe aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle, ça va dans le bon sens. Donc on a un secteur qui est au début du cycle en Europe, et qui confirme par ailleurs son efficacité sur le cycle américain. Ça correspond au fait de baisser les points morts et de maîtriser ses coûts, qui est une tendance générale. C'est un secteur que moi je retiens, et je retiens que ça a été très très bien accueilli. Alors j'ai une autre question, alors peut-être que Cédric a une idée là-dessus. Il y a ce dossier Peugeot avec une famille qui n'est pas tout à fait d'accord, avec ça semble plié, des minoritaires. C'est compliqué. Peugeot, non? C'est pas plié pour vous?
Moi, je vois ça comme Enfin, au un sens très bon où- catalyse sur le titre, qui a été capé pendant quelques années. Et on a vu l'histoire de Renault, cette histoire de restructuring, de ce positionnement avec Nissan, etc. Aujourd'hui, il faut voir reculer un petit peu sur le dossier et voir que ça permettra à Peugeot de s'exposer à la Chine de façon conséquente avec un partenaire de masse et de taille sur place, quoi. Quand je dis plier, ça veut dire que les batailles familiales sont derrière, hein. Le chinois et l'État français vont Ils rentrer. n'ont plus le choix. Donc, de toute façon, oui, ils vont rentrer, ils vont dicter ce qui se passe. Et ça a été déjà joué depuis quelques mois quand ils ont soutenu Peugeot et la holding familiale dans les La difficultés. bataille familiale, elle est surtout sur la dilution, sur le prix auquel ils rentrent. C'est ça le sujet, puisqu'effectivement, les gens défendent leurs intérêts, ce qui est un peu normal. C'est humain et c'est aussi, les actionnaires sont des humains comme les autres, des hommes comme les autres ou des femmes. On passe à la troisième partie. Alors une partie stratégie et gestion pour parler de la stratégie de SPGP. Alors comme on a la chance d'avoir le président, on va pouvoir en parler au sens large. Et comme vous arrivez, vous voulez impulser une nouvelle stratégie d'entreprise, j'imagine, une nouvelle dynamique. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que il y a beaucoup d'acteurs en France sur ce marché de la gestion. Comment est-ce que vous voulez faire la différence? Alors, notre stratégie à nous, elle était déjà très stock picking, avec des gérants qui étaient, à l'instar de Roger Polanyi, qui étaient des gens qui sont toujours des excellents stock pickers, qui subissaient néanmoins une forte corrélation au marché, à la directionnalité de leur position, et qui faisaient des performances qui pouvaient être stellaires quand les marchés étaient là, mais qui étaient relativement en difficulté quand le marché se disloquait, comme tous les acteurs. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, une gestion moderne doit s'adjoindre de technicité. Et donc, moi, mon passé en tant que trader options, mais aussi directeur de la salle des hedge funds de Société Générale sur les options, m'a permis aujourd'hui d'amener cette technicité, donc à la couverture dans les fonds en utilisant des modules d'options pour couvrir les risques extrêmes, mais aussi dans une meilleure mise en place des positions, en structurant les positions sous différentes classes d'actifs. Alors c'est une analyse fondamentale qui est structurée dans un second lieu pour avoir et maximiser le meilleur risque-rendement sur les positions. J'ai une question un peu polémique, mais investir dans une société de gestion en France il y a 3 mois, alors que vous pourriez vous ouvrir sans doute des horizons plus internationaux, j'imagine que c'est une décision mûrement réfléchie dans le contexte fiscal notamment actuel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Tout à fait. Notre stratégie, vous l'avez évoqué, construire en France avec une grosse base. Nous, on pense que en France, il y a une vraie place pour des acteurs techniques qui existaient autrefois dans les salles de marché, à la Société Générale, à la BNP, dans les environnements dans lesquels j'étais et qui aujourd'hui se retrouvent tellement sclérosés qu'il y a beaucoup d'acteurs relativement techniques ou des hedge funds qui n'ont jamais pu émerger en France qui aimeraient participer à une histoire française. Donc c'est là où nous nous positionnons et c'est vrai que dans les derniers recrutements que nous sommes en train de faire, on attire beaucoup de gérants de hedge funds, notamment anglais, de chez GLJ, d'autres grandes maisons anglaises qui viennent et qui nous rejoignent, de la Société Générale, des anciens de Lazare. Je reviens sur la question un peu polémique, la fiscalité de la place parisienne en termes recruter les meilleurs footballeurs, on sait que c'est compliqué, les meilleurs traders. Alors c'est vrai que les charges sociales sont extrêmement importantes. C'est vrai qu'aussi pour nos clients, ils ont besoin d'une proximité, de rencontrer les gérants, de voir un petit peu comment on gère, de voir notre salle de marché, la façon dont on s'est organisé. Et je pense que c'est le prix à payer pour pouvoir aussi avoir un positionnement de niche. La deuxième réponse là-dessus, c'est qu'on a une stratégie internationale. Donc à l'époque, nous avions historiquement plutôt des bureaux de province qu'on va garder, mais sur lequel on va plutôt renforcer l'axe international avec le Luxembourg, Bruxelles et Londres, avec des annonces qui seront faites dans les mois qui viennent, dans lequel l'ouverture de bureaux locaux est non seulement une volonté, mais vraiment une nécessité pour pouvoir suivre nos clients français, malheureusement qui s'expatrient aussi à l'étranger pour des raisons fiscales. Hubert ? Alors, moi, j'ai une question à poser à Cédric. Vous nous avez un peu décrit votre carrière. Vous avez géré, vous vous servez des fusions-acquisitions, des introductions en bourse. Et pourquoi et quels sont vos objectifs quand vous gérez comme ça? Alors, c'est vrai qu'on a une spécialisation qui est très pointue, qui sont sur les introductions en bourse. Il n'y en avait pas beaucoup ces derniers temps. Alors, tout le monde me dit ça en France. Il y en a eu 4200 l'année dernière dans le monde. Il y a eu 253 milliards de dollars qui ont été émis dans les introductions en bourse. Et dans celles que nous avons vues, on a investi sur 253, dont la taille moyenne d'émission était de l'ordre de plus de 300 millions de dollars. Je parlais de la France, en effet. Voilà. Il faut sortir de France pour en voir. C'était une façon de vous répondre pour vous dire que quel est l'intérêt des introductions en bourse? C'est d'être mondial. On est présent dans 54 pays avec un réseau de brokers historique. Ça a été mon métier depuis longtemps déjà.
de l'autre côté du mur en introduisant ces entreprises en bourse, en les accompagnant dans ce processus, en les analysant, en leur permettant d'accéder à ces différents marchés internationaux. Et depuis 2006, depuis la Société Générale, j'ai une activité dédiée pour arbitrer, pour travailler sur ces introductions en bourse, phase dans laquelle non seulement il y a une décote de valorisation pour rémunérer un peu la dissymétrie d'information qu'il y a, mais aussi il y a cette faculté d'aller voir ces sociétés s'introduire en bourse uniquement dans les lieux et secteurs qui sont favorables dans le moment. Et c'est ce pourquoi vous n'en avez pas du tout vu en Europe ces dernières années, absolument pas en France. Pourquoi? Où étaient-elles? Elles étaient en Asie quand le marché était porteur de 2010 à 2011-2012. Et là, il y a eu un énorme shift aux États-Unis où 80% de nos investissements ont été mis aux États-Unis l'année dernière. Et là, on a plus d'une IPO par jour aux États-Unis. Alors le travail sectoriel est fait de ce point de vue-là, mais est-ce qu'on, quand on introduit, c'est aussi que ça vaut assez cher? Est-ce que ça vaut pas trop cher? C'est comme ça la question qu'on se pose. Je vous prends un exemple simple. Michael Kors, qui est arrivé en bourse l'année dernière, elle a ouvert à plus 20, tout le monde a dit c'est cher, elle a fait 253% de plus de performance dans l'année, c'est une cap de 10 milliards. Tout le monde avait les mêmes questions. Brunello Cucinelli a fait 150% de performance après avoir ouvert à plus 50. Ferragamo, la même chose, contre des marchés. C'est toujours l'histoire de se dire pour qui c'est cher. Pour des venture capital qui sont rentrés, qui ont fait leur performance, qui ont pris énormément de risques dont c'est le métier, pour eux, ils vendent à un sommet de valorisation, ils ont fait leur return. Pour les investisseurs particuliers, il n'y a pas d'autres dossiers qui sont accessibles là-dedans. On rentre dans un cycle et je pense qu'il faut être sélectif, vous avez raison, mais il y a beaucoup de dossiers qui sont pourvoyeurs de performance. Martin demande, faut-il s'introduire en bourse maintenant? Alors c'est une question un peu large, il ne dit ni sur quoi, ni sur quel marché, mais j'imagine que la question au-delà, c'est est-ce que ça va revenir en France aussi, ces IPO, ces introductions? Peu de dossiers sexy. Pourquoi? Parce que la macroéconomie en France n'est pas hyper attractive et l'entrepreneuriat en France est désastreux. Et donc, si vous n'avez pas cette combinaison de facteurs macroéconomiques, fiscaux et micro, les créateurs d'entreprises iront ailleurs pour coter leur société en bourse. Vous avez vu Criteo, une énorme aventure technologique française. La première chose qui est faite, c'est une expatriation fiscale et une cotation aux États-Unis. Je sais que c'est dramatique, mais il ne faut pas s'attendre en France à avoir d'autre chose que des dossiers un petit peu comme la Fnac ou des gens comme ça, où on nous force un petit peu, c'est quasiment des démergers, voilà, des splits. Il y a eu Numérica. Alors, Numérica peut être intéressant, voilà, il y a quelques dossiers comme ça. C'est pas forcément l'activité la plus forte, même si ça va revenir, et c'est pas forcément les dossiers les plus sexy qu'on verra, mais voilà, si la macro s'améliore, si le gouvernement et les conditions fiscales sont peut-être un peu plus attractives pour les entrepreneurs, on reviendra à un bassin d'innovation qui est très fort, mais pour l'instant, ça va être difficile. Alors juste un petit point. Alors, on a fait un tour tout à l'heure, un peu un tour du monde. Est-ce qu'il y a des endroits, compte tenu de ce premier mois et une semaine un peu mou, où finalement il y a des retours de papier et c'est intéressant de se placer? L'Europe, les pays développés, les États-Unis et l'Europe. Mais en Europe, étant plutôt sélectif sur du cyclique pour se positionner en un cycle qui revient. Nous, on commence à aimer de nouveau les minières, des Rio et des Glencore qui ont fait des énormes efforts de restructuration, qui sont en train de voir un peu un bottoming des matières premières et donc il y a moins de risques à la baisse sur ces valeurs. Et c'est peut-être pas forcément celles qui profiteront le plus d'un retour du marché des matières premières. Mais voilà, on commence à être dans le bas de cycle et c'est maintenant qu'il faut commencer à constituer doucement des positions dans les mois qui viennent parce qu'on pense qu'à partir de septembre-octobre, on aura des réalités économiques où on va forcer une réallocation d'actifs relativement forte dans ces secteurs de la part des grosses gestions. Et pour les particuliers, c'est peut-être maintenant qu'il est temps de rentrer. Cette semaine, Arcelor nous dit 1,5 à 2% de hausse des volumes en Europe, 3,5 à 4% aux États-Unis. Ça se joue, ça? Ça se joue et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des signes relativement positifs dans ce secteur. Alors on anticipe justement sur les conseils de la semaine. Dernière séquence de cette émission. Alors Cédric, on aime bien profiter des lumières, et en tout cas ceux qui nous regardent, des gérants et des spécialistes qui nous rendent visite pour essayer de gagner de l'argent. Où est-ce que vous nous conseilleriez de l'investir en ce moment? Alors, on va prendre des dossiers un peu différents dans différents secteurs. Nous, on pense que le Crédit Agricole est bien positionné parce qu'on profite du repli. Avec une grosse polémique sur les fonds propres des banques qui a fait beaucoup de bruit. Les politiques qui ont dit qu'ils sont au bord de la faillite. Chiflet qui dit non, il faudrait regarder un peu notre système mutualiste. On ne prend pas en compte tous les fonds propres, notamment en région. Donc vous dites non, il n'y a pas de danger sur cette banque? Non, il n'y a pas de danger et je pense que c'est une banque qui profitera et qui est en train de profiter du resserrement des spreads sur les pays périphériques européens et que c'est un bon moyen de jouer la corrélation à un cycle qui reviendra en Europe. Donc on pense que c'est une position qu'il faut plutôt avoir en portefeuille en ce moment. Et ça répond à la stabilité des financiers en Europe, la question que nous posait Arnaud au début. Donc Crédit Agricole, what else?
Nous, on aime bien revenir sur le luxe parce qu'il a été extrêmement tabassé depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'on avait des secteurs qui étaient relativement chers. Donc, dans des large caps, on a bien aimé les résultats de Swatch. Et si on veut quelque chose d'un peu plus pépère et voilà, sans prendre trop de risques, on pense qu'on a une quinzaine de % à reprendre sur Swatch. Donc, c'est un beau dossier sur 6 mois. Et si on veut du risque hein. Si on veut être un peu plus aventureux, nous, on achèterait du Prada, ce qu'on a acheté depuis 4-5 jours avec la réouverture du marché chinois après le retour des grandes vacances du Nouvel An chinois. C'est une valeur dont l'exposition internationale est beaucoup plus forte qu'on ne le pense, et notamment sa corrélation très forte avec le Hang Seng, donc à Hong Kong, l'a tiré vers le bas fortement, et ce qui fait dans le secteur du luxe l'une des valeurs les moins chères en croissance. Donc ça, on aime bien. Encore un dossier plus en profondeur dans le luxe. Il y a eu l'introduction en bourse de Moncler ces derniers temps, qui semble relativement cher aux yeux des gens parce qu'on parle d'EV sur EBITDA et des méthodes de valorisation assez traditionnelles dans le secteur. Je pense qu'on se trompe, comme on s'est trompé sur Brunello Cucinelli, comme on s'est trompé sur Ferragamo, et que même si elle est relativement chère à court terme, c'est une valeur qu'il faut juger en croissance. Et si on regarde en Price Earning Growth, en PEG, c'est une valeur qui se paye une fois 1,15 par rapport à un secteur qui, même s'il a dirité, se paye à 15% supérieur à son taux de croissance moyen visible. Et on pense qu'à moyen long terme, c'est une valeur dont les efforts de restructuration ont été relativement importants. Reshaping sur le haut de gamme, ça deviendra une valeur opéable un jour. C'est toujours extrêmement difficile à acheter parce que ça varie entre cher et très cher. C'est le luxe, en fait. L'action est aussi... L'histoire est tellement extraordinaire. Voilà, il y a une politique de diversification en dehors du ski, enfin des accessoires purement neige, et une politique surtout recentrée aussi vers je dirais, tout ce qui est accessoires et qui est extrêmement générateur de marge. Et on pense que le positionnement de gamme est réussi, l'adoption de la marque est très forte. Il y a une ouverture sur la Chine qui n'est pas encore faite. Et donc elle a subi un peu ces affres du ralentissement chinois qui sont complètement fausses, qu'elle n'est pas exposée aujourd'hui, où elle se positionne aujourd'hui. Donc vous remettez du grip sur la Chine et sur la consommation asiatique dans le luxe en ce moment. Et donc je pense que ça peut faire des bons points d'entrée. Donc Crédit Agricole, Swatch, Prada, Moncler. Une dernière pour la route. Allez, un peu plus volatile, Tarkett. On aime bien parce que le dossier a été pour nous... C'est Alibert, c'est la partie... c'est la partie plastique de Samir Alibert, non automobile, on va dire. Alors Tarkett, ce sont tout ce qui est une exposition américaine sur le secteur de l'immobilier américain. C'est tout ce qui est parquet. Et ça, parquet, et donc on a tout type là-dessus. Ce qu'on aime bien, c'est qu'aujourd'hui, on paye une valeur avec une faible croissance européenne, alors que c'est une valeur plutôt de croissance. Elle a subi les affres de la volatilité du marché parce qu'elle a 20% de son EBITDA qui est libellé en roubles, une exposition Russie à 20% et une exposition 20% États-Unis dans l'immobilier américain. Alors ces deux choses-là, on aime beaucoup et c'est une valeur qui est incomprise. L'exposition de 20% de son EBITDA sur le rouble est totalement négligeable dans le sens où ils ont fait un passage de hausse des prix qui est très important. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à faire passer cette inflation et ces passages du rouble. Et la deuxième chose, c'est que les coûts de production sont locaux en rouble. Et donc on pense que ces résultats ne sont pas du tout à froid là-dessus. Elle est revenue sur ses plus bas il y a quelques jours. Elle est en train de remonter. C'est des bons points d'entrée pour le moyen long terme pour jouer le retour de l'immobilier américain, le retour et la stabilisation de l'euro-rouble, enfin du dollar-rouble, et en même temps une exposition sur les pays émergents. Une production récente qui est revenue à son prix, ou pas loin. En gros, ouais, voilà exactement. Donc c'est des bons points d'entrée pour nous. Ceux qui ont raté l'introduction, ils peuvent se rattraper. Merci beaucoup en tout cas, Cédric Chabot, de nous avoir présenté vos ambitions, votre stratégie. Merci Hubert pour vos conseils éclairés également. Merci à vous tous pour vos questions et votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.